Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons à présent du Togo. Le Conseil des ministres adopte une loi de finances de 2394,2 milliards de francs CFA pour 2025. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi. Conseil ayant planché sur plusieurs questions, parmi lesquelles donc cette loi des finances pour l'année 2025 avec ce budget qui s'élève à 2394,2 milliards de francs CFA pour l'année 2025. Les dispositions, je vais vous lire un extrait du communiqué ayant sanctionné ce Conseil des ministres, puis ouvrir le débat avec nos invités. Je vais au point 6 directement. Le projet de budget de l'État exercice 2025 s'équilibre en ressources et charges pour un montant de 2394,2 milliards de francs CFA contre 2179,1 milliards de francs CFA dans la loi des finances de l'année 2024, soit une hausse de 9,9%. Et donc voilà, bon, une précision au point 7, ayant passé le cap des 2000 milliards de francs CFA pour la première fois en 2024, le budget de notre pays poursuit sa dynamique de croissance avec la priorité accordée au volet social qui représente 49,7% des dépenses budgétaires contre 48% précédemment. Et la parole est à qui veut la prendre en premier. Le budget a augmenté, aspect essentiellement ayant augmenté le social qui passe de 48% à 49,7% selon ce nouveau budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 2394,2 milliards de francs CFA. Je peux prendre si vous le voulez. Moi, vous savez, le budget du Togo ne m'impressionne pas. Moi, je l'ai toujours dit que le budget, parce qu'on ne peut pas... Les gens ont mobilisé 20 milliards de dollars. Vous avez dit que ce n'est pas intéressant. Je comprends que 2000 milliards ne vous impressionnent pas. Non, vous voyez, parce que moi, j'ai compris, en économie, il y a quelque chose de très simple. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas vous développer. Parce que c'est l'argent qu'on investit, quoi. On investit dans les gros projets, dans les grosses industries, et ça fait tourner, quoi. C'est ce que les Occidentaux font tous les jours. Donc, quand on a un budget comme cela, 2000 milliards, oui, c'est beaucoup, mais pour moi, ça ne nous permettra pas d'être compétitifs sur le plan international. Ça ne nous permettra pas d'avoir, de gros projets, de grosses industries. Il y a des efforts qui se font ici, mais c'est-à-dire pour l'ambition que nous avons pour ce pays, c'est-à-dire ce que nous voudrions que le pays soit dans les années à venir, il faut mobiliser encore plus de ressources. C'est-à-dire qu'il faut aller dans les 5 milliards. 5 000, c'est ça, non? 5 000 milliards. Il faut aller dans les 5 000 milliards. Et là, parce que double de ce qu'on a actuellement. Le double de ce qu'on a actuellement. Parce que vous avez, quand vous voyez le budget, moi je ne suis pas économiste, mais quand vous voyez, je ne vais pas être tout technique, je vais être trop simpliste. Quand vous voyez le budget, par exemple, il y a le salaire des fonctionnaires dedans, il y a la dette à éponger aussi. Vous voyez ça, il y a le salaire des fonctionnaires, la dette. Et puis, quand on dit investissement dans le social, il y a la santé, il y a la santé, il y a l'éducation, il y a peut-être d'autres aspects du social. Et ça permettra de faire bouger l'économie fondamentalement, non? Moi, je dis non. Moi, je dis ça ne nous permettra pas de nous décoller. Et avec 2000 milliards, c'est pas beaucoup, en fait. Oui, on a quitté un cap. On a quitté un cap. On a atteint le cap de 2000 à partir du budget de 2024. 2024. Mais aujourd'hui, pour les années, avec tous les défis, regardez par exemple, avec une population qui augmente régulièrement, avec les besoins qui augmentent, avec les défis que nous avons. Regardez par exemple la situation du terrorisme, un grand nom, avec la loi sur la programmation militaire, c'est beaucoup d'argent. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Maintenant, c'est beaucoup d'argent. Il faut mettre beaucoup d'argent dans la sécurité. Il faut mettre beaucoup d'argent dans le social. Il faut mettre beaucoup d'argent dans l'investissement. Beaucoup d'argent. Ça nous permettra de décoller. Regardez, pourquoi on fait ça? C'est parce qu'on dit, c'est pas, le budget, c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher au trésor. C'est maintenant qu'il va falloir mobiliser. Ça veut dire que ce que nous avons, c'est ça qui nous permet. C'est en fonction de ce que nous avons, que nous faisons ce budget, on se dit que dans tel domaine, on va prendre 1 milliard. Dans tel domaine, on va prendre 500 millions. Ça veut dire qu'on ne pourra pas avoir plus que ça. Donc, il faut chercher de l'argent pour que dans ce domaine où on ira chercher de l'argent, qu'on ait plus. Parce que quand on a de grosses industries, quand on a de grosses firmes, on se dit que cette firme va nous apporter peut-être 1000 milliards. Quand on a une autre firme, on dit que cette firme va nous apporter 500 millions.
Donc, c'est 100 milliards. Donc, quand on a de l'argent comme ça, on se dit, mais avec ce budget, avec tout ce que nous avons, avec toutes les industries que nous avons, avec toutes les sociétés que nous avons, avec toutes les structures que nous avons, on pourrait mobiliser 5 000 milliards. C'est parce que nous n'avons pas de grosses industries qu'on se dit, mais on est limité à 2 000 milliards. Alors, il va falloir travailler à ce qu'on ait de grosses industries. Alors, ce que nous devrons faire, c'est quoi? Comme je le dis toujours, je ne vais pas être trop répétitif, je ne suis pas enseignant, mais il faut que nous cherchions à avoir les secteurs où il y a des ressources. Je dis des ressources du sous-sol, au fait. Le phosphate, le manganèse, le clinker. Il va falloir chercher de l'argent pour pouvoir investir dans ces secteurs-là. Ce ne sera plus seulement les investisseurs étrangers. On cherche de l'argent. On investit dans ces secteurs-là. On a nous-mêmes nos experts. On transforme ces ressources-là. Et maintenant, on les exporte. On les exporte parce que si on laisse les ressources, les investisseurs viennent, ils vont investir dedans. Peut-être ils vont avoir 100%, ils vont dire ok, bon comme c'est nous qui avons les moyens, c'est nous qui avons mis notre argent dedans, donc vous ne prendrez que 15% et nous on part avec les 85%. Ça veut dire qu'on ne va pas décoller. C'est par exemple par rapport à ce que le Sénégal venait de connaître il y a un moment, il y a une ressource. Entre-temps, les investisseurs ont dit au Sénégalais, au président sénégalais, monsieur, nous on investit bien sûr, nous on prend 80%, on vous laisse 20%. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à se développer. Alors il va falloir que nous changions de paradigme pour que nous puissions investir suffisamment dans nos ressources du sous-sol. Et là, le phosphate et tout ça, là, on va mobiliser beaucoup d'argent là. Et quand on a de l'argent à ce niveau-là, on se dit maintenant, cette année-là, avec tout ce que nous aurons, l'OTF pourra nous aider à avoir ça, tel secteur pourrait nous aider à avoir tel 1000 milliards. Alors, avec nos ressources là, on peut mobiliser un budget allant jusqu'à 5 000 milliards, 6 000 milliards, 7 000 milliards. Et puis les Togolais vont se sentir encore plus heureux. Merci beaucoup à vous, Firmin Tekouagbo. Je donne ce nom, le projet de loi des finances SSIS 2025 a été adopté par la ministre en conseil ce mardi. Ce projet de loi des finances s'élève à 2394,2 milliards de francs CFA, justement pour le compte de l'année 2025, une augmentation de 9,9% par rapport à celui de l'année dernière. Guillaume, là nous sommes en face d'un budget de fonctionnement et je ne suis pas un économiste, mais je trouve que ce budget vaut essentiellement pour le fonctionnement du pays car que vaut 2000 poussières milliards dans un pays où tout est prioritaire. Je me pose la question. Alors en soi, c'est... Vous voulez dire aussi, comme Firmin, que c'est peu? Bon, je n'ose pas le dire, mais c'est cela. Et vous l'avez dit. Très bien. Je n'ai pas dit que c'est peu. Mais je dis, ça vaut quoi devant, dans un contexte où tout est prioritaire. Aujourd'hui, au Togo, l'éducation est prioritaire. La santé, hyper prioritaire. La sécurité, prioritaire. La vie, le social, aujourd'hui, on met l'accent sur le social. Mais n'oubliez pas, ça fait des années que nous mettons l'accent sur le social. Mais le social n'a pas encore décollé. Ça, il faut qu'on soit clair là-dessus. Alors, il y a beaucoup de secteurs qui sont aujourd'hui prioritaires. Alors, lorsqu'on parle d'un budget de fonctionnement, je ne sais pas, budget de fonctionnement, qu'est-ce qu'on met dedans? Budget de développement, qu'est-ce qu'on met dedans? Mais toutefois, moi, je trouve que ce budget est réservé peut-être pour les salaires et aussi pour l'armement aujourd'hui a englouti, quoi qu'on dise, une part importante du budget à cause des enjeux sécuritaires du moment. Et ça, ne l'oublions pas. Alors, lorsque nous allons défalquer les fonctionnaires et la sécurité de ce budget, je ne pense pas qu'il resterait grande chose. Pourtant, nous disons que nous avons fait encore plus d'avancées que de par le passé. Aujourd'hui, nous sommes à une légère hausse de près de 39%. De 9%. Voilà. 9,9% par rapport à l'année dernière. À 2024. À 2024, voilà. Bon, ok. À 2024 qui est en train de finir. Eh bien, en votant les finances de 2024, on trouvait cela aussi très important. C'est la cagnotte. On venait de franchir le cap de 2000 milliards. Voilà. Et pourtant, est-ce qu'on a vraiment ressenti ces caps franchis sur ce qu'on veut en termes, je vais dire, réalistes? Qu'est-ce que ce budget a changé réellement dans la vie ou alors dans le quotidien du Togolais? C'est la question qu'on se pose. Voilà pourquoi je reviens pour vous dire que moi, je suis ennemi des chiffres. Je suis plutôt ami des concrétisations et des réalités sur le terrain. Alors,
c'est des économistes qui nous brandissent un chiffre. Alors ça sert à quoi? Ça change quoi dans le panier de la ménagère? Alors qu'au fur et à mesure, c'est des taxes qui se multiplient. Eh bien, c'est là. Bon, quand je parle. C'est avec ces taxes-là qu'on fait de l'argent. Quand on fait un budget, on compte sur justement sur tous ces détails-là, tout ça là qui permet de mobiliser. On ne reprend pas la main droite de toutes les façons. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On fait du surplace. Mais ça dépend. Bon, de toutes les façons, c'est ce que je pense. Alors, on peut aujourd'hui avoir, je ne sais pas, 1000 milliards, mais tout dépend de la retombée que le social ou alors le quotidien du Togolais ressent, effectivement. Alors, moi, je serais très naïf en analysant ce budget. Je dirais, c'est de l'argent, bravo, c'est une grosse somme. Mais en face des défis, il y a encore à faire. C'est très minime par rapport aux défis de l'heure, par rapport à la sécurité que nous sommes en train de gérer de toutes les manières. Maintenant, alors, vous êtes conscient que quand vous dites que c'est minime, qu'il faut l'augmenter, vous êtes conscient qu'il faut encore serrer les ceintures, encore prélever beaucoup plus de taxes, peut-être espérer que la société apporte beaucoup plus, puisque quand on parle de budget, c'est la contribution de tout le monde pour faire le budget et encore le dépenser pour tout le monde. Je n'ai jamais dit non qu'il faut payer les tasses. Les tasses sont faites pour les citoyens. Puisque généralement, quand on évoque cet aspect... On ne saigne pas les citoyens pour remplir la caisse de l'État. Ça, ce n'est pas évident. Alors, l'État a les moyens d'accès ou alors d'agir sur des domaines de production, d'accord, de l'économie et du développement. L'État a les moyens, pas forcément dans la poche des populations déjà qui croupissent. Mais plutôt, il y a des secteurs qui peuvent rapporter de l'argent. Beaucoup plus que ceux qui ne rapportent déjà. Beaucoup plus, je le dis. Beaucoup plus. Aujourd'hui, d'ailleurs, je vais vous surprendre. Je vais vous surprendre. Les plus nantis payent moins aujourd'hui les taxes. Et je veux citer même un secteur assez clé qui bouffe de l'argent pour le Togo. C'est le secteur de la corruption. Bon, c'est pas un secteur d'activité. C'est moi qui le crée. C'est moi qui le crée. Je suis désolé. Malheureusement, c'est moi qui le crée. Je vous dis qu'il y a ce secteur, lorsqu'on finira par mettre de côté ce secteur, l'enlever entièrement de la gestion du budget de l'État ou alors de la gestion de l'économie nationale, je pense que l'économie se porterait mieux. Alors, ceux qui sont en bonne santé financière et qui peuvent contribuer à la vie financière du pays, ce sont plutôt ces gens-là qui créent des mécanismes pour empêcher leur participation à la vie économique du pays. Ce sont eux qui payent mal ou alors qui ne payent pratiquement pas ce qu'il faut à l'État. Et aussi, il faut maintenant tirer toute l'arsenal sur ces pauvres types-là qui tirent déjà le diable par la queue. Comment voulez-vous avoir une économie nationale à bon point? Donc, il faut vraiment qu'il y ait de la bonne gestion ou alors la bonne gestion qui va forcément avec la bonne gouvernance que nous sommes en train de prôner tout le temps. D'accord? La bonne gestion doit réussir à ancrer la bonne vie économique du pays. Le tout ne serait pas de nous parler des milliards. Les milliards, c'est bon. Mais les milliards sont minimes aujourd'hui face aux défis. Tout est prioritaire. Et il faut qu'il y ait un secteur qui soit complètement radié. La corruption et la mauvaise gestion. Merci. Rapidement, vous savez, par rapport à la corruption, vous savez, c'était aussi mes idées ou mes raisonnements. Même je me dis qu'en réalité, c'est à peu près un faux problème. Quand on met un accent sur la lutte contre la corruption, en France, il y a la corruption. Dans toutes les administrations au monde, il y a la corruption. Mais pourquoi dans ces pays, ça se développe? Ça dépend du degré de corruption. Non. Vous savez quoi que le Togo est le plus corrompu au monde? Mais regardez par exemple le Nigeria. C'est l'un des pays les plus corrompus au monde. Mais le Nigeria, en termes de développement, dépasse le Togo. Pourquoi? Parce qu'on investit suffisamment dans des domaines. Donc quand vous arrivez à investir suffisamment dans d'autres domaines, et ça noie un peu. Vous investissez suffisamment dans les domaines et les gens on corrompt suffisamment les acteurs et vous vous attendez au développement. Non. Moi, je ne fais pas l'apologie de la corruption. Mais moi, je me dis qu'en réalité, ce n'est pas véritablement un frein au développement. Parce qu'en Chine... Il faut penser. Oui, en Chine, il y a la corruption comme nous avons en Chine. C'est pas... Regardez, quand l'actuel président il est arrivé au pouvoir, vous savez ce qu'il a fait? La plupart des grandes familles en Chine sont corrompues. Il a fait enfermer des officiers supérieurs de l'armée. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on lutte contre la corruption. Oui, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est dit en réalité que ceux-là étant riches, mais ils vont constituer une menace pour son pouvoir. C'est ça en fait. Mais ceux-là étaient corrompus, mais la Chine se développait. Ce que moi je voudrais dire, je ne fais pas l'apologie de la corruption. Aujourd'hui, la lutte contre la corruption, elle est constitutionnalisée. Bravo! Il
faut mettre l'accent sur la lutte contre la corruption. Mais le problème pour notre développement en Afrique, c'est que nous n'arrivons pas à changer de paradigme, à choisir les domaines porteurs et à investir suffisamment dans ces domaines pour avoir des milliers d'emplois. Lorsqu'on arrivera à avoir des milliers d'emplois, on arrivera à avoir des structures pas possibles, on pourrait payer assez de taxes qu'on veut et on pourrait avoir des jeunes avec emploi et maintenant le pays va décoller. Merci beaucoup. À vous, Firmin, merci beaucoup. Sauf que, à mon avis, comment peut-on développer, peut-être créer des emplois quand l'argent qu'il faut pour développer ou créer cet emploi est détourné par des individus? En France, on détourne de l'argent, aux États-Unis, on détourne aussi. Mais ça se développe. Pour développer le pays. Je ne fais pas l'apologie de la corruption. Merci beaucoup, en tout cas. Germain Pouli, le budget du Togo, ou du moins la loi, le projet de loi des finances 2025 porte le budget du pays à 2394,2 milliards de francs CFA. Oui, je crois que depuis bientôt 2 ans, nous faisons partie de ces Togolais qui ont salué le fait qu'on ait atteint le cap de 2000 milliards. Vous savez, il y a quelques années, on n'était même pas à 700 millions de budget. On cherchait à aller à 1000 milliards. Et on avait un politicien, c'est Nicolas Lawson, qui disait qu'il faut que le Togo arrive à 2000 milliards de budget. Aujourd'hui, c'est derrière nous. C'est pratiquement 2 milliards à 2500 milliards, parce qu'on est à 394. Voilà, donc on s'y approche. C'est beaucoup, mais en même temps, c'est peu par rapport aux besoins du pays. Et quand j'entends Firmin crier, quand j'entends... non, je pense que on s'alarme trop et on a pris l'habitude de s'auto-flageller en Afrique, à croire que l'Afrique va tellement mal, que les autres vont bien, alors que ça ne correspond pas à la réalité. Si Donald Trump est arrivé au pouvoir, est revenu, c'est parce que les Américains ont faim. Ils souffrent énormément, et quand vous échangez avec des Togolais ou des gens qui sont aux États-Unis, ils vous parlent de la vie chère, mais ici, vous êtes, ça va beaucoup mieux ici qu'aux États-Unis. Ben, ça dépend. Non, c'est sérieux. Ça dépend. Non, chef. Je dis par rapport à la vie chère. Sincèrement. La vie chère aux États-Unis n'a rien à voir avec la vie chère au Togo. Mais si vous faites des comparaisons, c'est tout à fait normal. En réalité, on croit que nous sommes plus pauvres que les autres. Parce que les Blancs disent nous sommes des pays pauvres. On croit qu'on est pauvres. Ben, quand vous parlez de la France, le Premier ministre qui est là, vous savez tout ce qu'il a apporté comme nouvelles taxes et tout ça. Vous savez les dettes de la France. Le pays va mal. Macron a dit le temps de l'abondance est fini en France. Mais nous, on croit que la France est développée et que les gens sont heureux, mais c'est faux. Nous sommes plus riches que les Français et que les Américains, c'est bien cela? Pas nous. Il y a même pas un pays riche. Mais il y a des citoyens qui sont riches. Ça pose un autre débat. Ça pose un autre débat. Parce que si on veut s'aventurer sur ces terrains. Non, mais en fait, moi, je suis un peu déçu quand les Africains croient toujours qu'ils sont les derniers de la classe. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'ils mangent la pâte, ils mangent le com, ils ne mangent pas les pizzas. Encore faut-il trouver la pâte à manger. Si on trouve la pâte à manger, ça, ce n'est qu'une variation de repas. Quand quelqu'un mange la pâte, il croit qu'il mange mal. Bon, ça, c'est là je vous rejoins. Non, j'arrive. C'est là je vous rejoins. Mais si on ne trouve pas la pâte à manger, c'est un autre problème aussi. C'est à l'échelle mondiale. C'est une gangrène qui est partout. Tous les pays souffrent de la corruption. Donc vous êtes d'accord avec que la corruption, on peut être corrompu et puis avancer? Non, mais tout le monde est corrompu, y compris vous-même, malheureusement. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à l'éradiquer. Tous ceux qui se disent on combat la corruption, si on les met à la place où il y a de l'argent, ils font la même chose. Personne n'a changé de mentalité. C'est pour ça que c'est difficile de combattre la corruption. On fait des discours, on fait des trucs, mais mettez quelqu'un, demain on met mon ami qui n'est pas, je lui dirais, mais mon ami, on t'a mis là-bas, c'est pour que tu en profites. Au lieu de l'aider à bien gérer, je vais même l'encourager. Vous avez bien dit au lieu de l'aider à bien gérer. Oui, et personne, je dis, nous sommes tous corrompus. Quand un policier vous arrête, vous lui donnez 1000 francs pour passer. Et vous voulez qu'on arrête la corruption. Ben, c'est vous-même. Alors revenons au budget. Tous. Et puis c'est un peu un phénomène global. Maintenant, pour le Togo, ce que je voudrais dire, c'est que on a déploré, on dit qu'il y a des besoins, mais après, c'est à nous de contribuer au budget. On ne peut pas faire un budget qu'on ne peut pas financer. Bien sûr. C'est-à-dire que le budget, c'est comme je vois la maison. Vous dites, je vais louer une chambre de 30 000, je vais acheter une voiture, je vais faire ça. Ben, vous trouvez l'argent où?
Vous devez compter sur vos revenus. Et vous faites en fonction, et c'est ce que l'État fait. Donc, nous devons accroître notre capacité. Je crois que quand on voit l'évolution du budget togolais, on se rend compte que l'État arrive à mobiliser beaucoup plus. Et quand on voit des institutions comme l'OTR, on se dit, il faut un travail remarquable. On dit, il y a de la pression, mais maintenant, il faut chercher des gens, contrairement à ce que le DG d'Elios disait tout à l'heure, qu'il y a les riches qui devaient contribuer, ne contribuent pas. Moi, je dis plutôt, il y a des niches fiscales qu'on n'arrive pas. Il y a des gens qui font des revenus mais qui ne contribuent pas. Bien sûr. Et c'est ceux-là qu'on connaît, ceux qui contribuent. Vous avez une petite boutique dans le quartier, parce que vous êtes connu à l'OTR, vous allez payer. Mais quelqu'un qui fait son business de façon informelle, il gagne même plus que vous. Mais c'est vous que les impôts connaissent. C'est vous qui contribuez. Et donc, il faut que chacun, à un niveau, puisse contribuer. Maintenant, après... De façon proportionnelle à ses revenus. Après, quand on contribue, c'est qu'il faut que les dirigeants aussi gèrent bien cet argent. Il faut que les gens sachent que... Loin de la corruption. Déjà, de la gestion d'abord avant la corruption. C'est pour ça que quand on parlait du Nigeria tout à l'heure, on a beau vanter les 20 milliards, moi je ne crois pas trop. J'attends de voir ce qu'on fera de cet argent-là. Ils disent on a gagné. Ici, l'État pourrait aussi lever les subventions sur le pétrole, se dire on veut gagner 100 milliards, ajouter aux 200 milliards, augmenter, investir dans ça. Et comme je disais, c'est qu'on déshabille Paul pour habiller Pierre. Donc maintenant, ce budget est là. On aurait voulu qu'il soit un peu plus gros, mais c'est déjà un effort qui est fait. Et comme l'a dit Firmin, comme l'ont rappelé les autres, il y a aujourd'hui des priorités. Il y a la sécurité qui pompe tous les États aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, parce que les gens sont obligés, l'argent qu'ils devraient investir pour le développement, ils sont obligés de l'investir dans la sécurité. Maintenant, il y a le social, il y a l'AMU, l'assurance maladie universelle, qui est une réalité et qui va également pomper. Il y a la finance inclusive qui doit se poursuivre et tout ça. Donc, vivement que tous ces projets-là se réalisent. Et il faut le rappeler, ça se passe dans un contexte économique assez difficile. C'est pour ça que quand on parlait de la France, moi je dis non, la France c'est la galère. Le Premier ministre qui est là, et d'abord c'est un gouvernement même qui ne tient pas, parce que tout ce qu'il propose, les gens ne sont pas prêts donc à valider, parce qu'il y a même là, il y a un problème par rapport à l'adaptation du budget. En fait, c'est partout dans le monde qu'il y a la vie chère. On a comme l'impression que c'est dans nos pays africains qu'il y a la vie chère. Mais c'est partout. Merci beaucoup. Les guerres qu'on a créées un peu partout, la Covid un peu avant, tout ça a contribué à créer une situation très très compliquée pour nos pays. Merci à vous. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour de table, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Alors Guillaume, très rapidement, moi je voudrais me rendre dans la commune à Guenivé 4, où je me dis sérieusement, il faut que les responsables de cette commune fassent encore un peu d'efforts pour s'intéresser aux réels besoins de leurs administrés et relever ce qu'il y a lieu de relever et remonter ce qu'il y a lieu de remonter, surtout au niveau de l'éducation. Je ne peux pas comprendre, et c'est ma première fois de me rendre compte qu'à Lomé encore, il se trouve des établissements entourés des troncs, comment dirais-je, troncs d'arbres, ce que j'imaginais à l'intérieur du pays. Et ça, je retrouve ça. Là, je suis en train de parler d'Aoussa Zongoué, groupe D. Pour ceux qui connaissent, allez-y faire un tour, peut-être pour porter un démenti à ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas possible que les enfants vivent dans ces conditions-là, en pleine capitale, à Lomé. Qu'est-ce qui est en train de se faire? Est-ce qu'au plus haut sommet, on sait qu'il y a de tels problèmes, des hangars, des élèves encore qui vivent sous les hangars, à Lomé, commune, golf, non, je ne parle pas de golf, à Guenivé 4. Et dans des insanités pas possibles. Bon, je me dis, qu'est-ce qui se fait exactement à ce niveau-là? Je suis en train de parler du quartier Zilidi, hein? Quartier Zilidi. Quartier Zilidi. Voilà, c'est un peu compliqué. Aoussa Zongo, groupe D. Et puis, l'autre chose également que je voudrais souligner, les privés et les écoles confessionnelles laïques, lorsque vous recommandez des fournitures, ayez quand même le courage d'utiliser les fournitures indiquées. Comment est-ce que les gens prescrivent des fournitures et en pleine année, les professeurs sortent d'autres livres qu'ils imposent aux enfants d'acheter à tout prix? Et c'est dans cela qu'ils font des exercices. Alors, la fourniture de base a servi à quoi? Quand on parle de la corruption, de mauvaise gestion, tout ça là aussi, c'est aussi dans les privés, à chacun à son niveau doit être honnête
pour engranger véritablement les pas du développement. Merci beaucoup. À vous, Dieudonné Sewono, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous Vous êtes remercie. également le directeur général d'Elios Service. Vous savez, votre organe, Elios Info, bien sûr. Merci. Merci beaucoup à vous. Germain Pouli. Ben moi, j'en ai voté le budget. Je pense à la presse togolaise, aux conditions dans lesquelles nous travaillons, nous vivons. Vivement que le fonds de développement de la presse qui a été promis, qui devait être mis en place, que le gouvernement songe sérieusement donc à alimenter ce fonds-là. Pour qu'ils viennent compléter l'aide de l'État. Je ne sais pas quelle est la situation dans le budget actuel en ce qui nous concerne. Donc je saisis cette opportunité donc pour, au-delà de l'État, demander à ces annonceurs-là, à toutes ces entreprises, à ces entrepreneurs, qu'ils soient de grande taille ou de taille moyenne, ou même de petits producteurs, donc de solliciter régulièrement la presse pour les accompagner dans la promotion de leurs activités, parce que les médias vivent essentiellement de publicité. Les aides sont un peu plus rares, taries, donc il faut que d'autres sources de financement soient vraiment effectives, et donc inviter tous ceux qui peuvent être annonceurs donc à le faire dans la presse togolaise, parce qu'on a besoin d'une presse beaucoup plus forte qui va contribuer à l'élan de développement, l'élan pris par notre pays. Merci beaucoup à vous, Germain Pouli. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Firme Teko Agbo, mot de fin. Bon, vous savez que le Centre de recherche et de géopolitique internationale Fimeteko Agbo est en train d'exécuter un projet depuis plus de 2 mois relatif à la transition constitutionnelle dans laquelle le Togo s'est plongé depuis plus de 6 mois, c'est-à-dire avec la nouvelle constitution. Qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons chaque semaine de sortir un article en visuel pour parler de la transition, pour parler des institutions à mettre en place. Il y a le président de la République qu'il faut mettre en place, la présidente de la République qu'il faut mettre en place, la présidence du Conseil, le Sénat, le Conseil économique, social et environnemental, la nouvelle qu'on appelle la haute autorité de la communication écrite, audiovisuelle et numérique, le protecteur du citoyen, le Conseil d'État, la Cour de cassation, la nouvelle organisation de lutte contre la corruption. Donc il y a assez d'institutions à mettre en place. L'intérêt, c'est quoi? C'est d'accompagner notre centre, au niveau de notre centre, c'est d'accompagner l'État à mettre en place ces institutions de la 5e République dans le délai prévu par la Constitution. Et cette semaine, nous avons sorti l'article 95 qui parle du délai de la transition constitutionnelle, c'est-à-dire ce délai qui ne dépasse pas 12 mois, qui n'excède pas 12 mois, et l'article 97 qui parle aussi de l'entrée en fonction du président du Conseil, le président du Conseil qui entre en fonction dès sa prestation de serment. Alors, on parle de 12 mois, nous sommes maintenant à moins de 7 mois, c'est-à-dire les 12 mois, ce sera le 6 mai 2025, maintenant nous sommes à moins de 6 mois, alors qu'il y a à moins de 7 mois. Normalement, le 5 mai, puisque la loi a été votée le 6. Le 6, donc ça veut dire le 5 mai déjà, ça fera le tableau, un an. Mais nous sommes à à pratiquement 6 mois, et il y a ces décisions qui ne sont pas encore mises en place, c'est de demander aux autorités d'aller un peu plus vite pour ne pas tomber, ou pour ne pas violer ces dispositions de l'article 95 qui parle du délai de 12 mois. Alors l'article 95, nous allons le sortir chaque semaine parce que pour nous, nous considérons que c'est une pression gentille que nous exerçons sur Merci beaucoup à vous. Firme Teko Agbo, vous êtes journaliste, chroniqueur politique également, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte votre nom. Firme Teko Agbo, merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume Ross, c'est tout un honneur. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maounian, à Joe à la réalisation, à Gaston Afanou et Kofi Prudence Makoui à la diffusion, à Fofo Golo et Rebecca Vesso à la caméra, et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du programme du soir. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.